Elle est remplie de mystères qui nourrissent notre imagination. La forêt est l'univers de Valérie, guide sylvestre. Vous connaissez un petit peu le bain de forêt? Au cœur de la forêt d'Orléans, Valérie emmène les promeneurs sur des chemins inconnus. Écoutez ce son végétal, ce son vert. Prenez tout votre temps. Peut-être percevez-vous le goût de la forêt. Là, c'est pour prendre conscience de tous les sens que nous avons et qu'on oublie en fait, qu'on n'utilise pas. Donc effectivement, à revenir sur des odeurs, à revenir sur des goûts, à revenir sur une écoute, en fait, on vient un peu aussi se reconnecter à son cœur d'enfant. Si la forêt d'Orléans est l'écrin idéal pour se connecter aux arbres, elle possède bien d'autres particularités. Avec ses 35 000 hectares, elle est aussi la plus grande forêt domaniale de France. Véritable poumon vert composé de 4 massifs et de plus d'1 millier de mares et d'étangs, elle est l'ancêtre de la forêt gauloise des Carnutes. Devenue royale à la fin du Xe siècle, puis classée domaniale, l'ONF se charge de l'exploiter au début du XIXe siècle. Laurent et Véronique sont chargés d'identifier les arbres à abattre. Ce chêne a assuré sa descendance. Il est temps maintenant de le récolter et de permettre aux petits semis qui sont en dessous de croître et de donner les futurs chênes qu'on exploitera ou que nos successeurs forestiers exploiteront dans 200 ans. Voilà. Et la boucle sera bouclée. Tu vois celui-là, même si au niveau diamètre il était intéressant, manque de chance, il y a une pourriture au cœur, donc il ne va pas pouvoir être destiné à la tonnellerie. Hein, je pense qu'on sera obligé de confectionner un lot de bois brun. J'espère qu'on n'en aura pas beaucoup. Toutes les parties de la grume, c'est-à-dire le tronc sans les branches, seront utilisées différemment. Il y a toute une partie de cette grume qui va partir en tonnellerie, mais malgré tout derrière, on a ce qu'on appelle la surbille, qui va partir plutôt à des usages locaux, plutôt en sillage. Donc on peut avoir, selon les qualités, de la charpente, de la traverse SNCF. Si on tapait dans le capital en parlant crûment, eh bien, tout s'arrêterait. Voilà. Le travail du forestier, c'est de faire en sorte que jamais rien ne s'arrête. 90 000 mètres cubes de pins et de chênes sont commercialisés chaque année en forêt domaniale d'Orléans. Pour que rien ne s'arrête, il faut s'attaquer à un ennemi redoutable, le changement climatique. Ici, il décime en premier lieu les pins sylvestres et s'attaque désormais aux chênes sessiles. Pour l'étudier, les chercheurs de l'INRAE ont mis en place il y a 10 ans un dispositif unique en France, Optimix. C'est des arbres qui vivent longtemps, jusqu'à 180 ans pour les chênes. Donc ce qu'on veut voir, c'est aussi leur évolution, comment ils réagissent à des événements climatiques ponctuels pour l'instant, mais peut-être récurrents, qui vont se répéter plusieurs années de suite, dans 5 ou 10 ans. 9200 arbres sont cartographiés et connectés, plusieurs centaines par parcelle. Je télécharge des données que nos ordinateurs, on va dire de terrain, qui sont reliés à différents capteurs environnementaux. Aujourd'hui, c'est à peu près 800 capteurs qui travaillent, qui enregistrent 15 000 données par jour. Donc à l'année, ça fait un petit 5 500 000 données. Donc, qu'on récupère et qui nous permettent après de comparer les différents peuplements ou différentes sylvicultures qu'on peut avoir sur le dispositif Optimix. Ah, il faut que je sois plus à droite. Ouais, c'est bien. C'est bon? Ah ouais, c'est bien. Munis d'un lance-pierre géant, nos chercheurs récoltent des feuilles et des aiguilles à la cime des arbres. Voilà. Nathalie va les étudier dans son laboratoire de l'INRAE. L'observation des dommages causés aux végétaux
donnent des indications sur la façon de répartir les variétés d'arbres pour les rendre plus résistants. Je vois que dans les parcelles en mélange, les feuilles sont moins attaquées que dans les parcelles pures. On pouvait se demander si seulement 2 essences, ça suffisait ou s'il fallait beaucoup plus diversifier. Et a priori, ces 2 essences suffisent à abaisser les dommages par les insectes au niveau foliaire. Nos arbres souffrent et leur capacité d'adaptation est aujourd'hui 10 fois trop lente pour contrer le changement climatique. En forêt d'Orléans, l'ONF teste de nouvelles essences potentiellement plus résistantes sur de petites surfaces appelées îlots d'avenir. Des essences comme le cèdre ou le chêne pubescent en provenance du sud ou plus exotiques comme le copalme de Chine ou le séquoia d'Amérique du Nord. Donc là on est sur un séquoia toujours vert, donc c'est une essence sur laquelle justement on va miser pour essayer de trouver des réponses, savoir s'il est plus armé que les pins qui étaient présents avant lui face au changement climatique, c'est-à-dire à la récurrence des sécheresses et puis aux fortes chaleurs, aux canicules. C'est un arbre qu'on trouve aux États-Unis. Donc il est étendu sur une grande partie des États-Unis. Et puis dans la grande famille des séquoias, on peut retrouver notamment les plus grands arbres du monde, parmi les plus grands arbres du monde avec les séquoias géants. Pour certains chercheurs, l'introduction d'essences en provenance d'autres continents pourrait s'accompagner de nouvelles maladies qui affecteraient aussi les arbres déjà en place. C'est un risque, mais même sans introduire des essences, l'activité mondiale fait que de toute façon, il y a beaucoup d'échanges à l'échelle mondiale qui peuvent introduire des pathogènes, des maladies que nos peuplements ne connaissent pas. Certes, c'est sûr que quand on introduit des essences, fatalement, on peut introduire des maladies avec. Pour ça, on a aussi des programmes de surveillance à l'échelle européenne ou mondiale pour éviter des introductions de ces pathogènes. Changer les arbres de la forêt d'Orléans pourrait avoir un impact sur les utilisations de nouveaux bois, mais aussi sur les habitants de la forêt eux-mêmes, à commencer par le plus emblématique d'entre eux, le balbuzard pêcheur. Ce rapace disparu de France est revenu pour la première fois en 1984 à l'étang des Ravoirs, au cœur du massif orléanais. Les agents de l'ONF sont aussi chargés de sa protection. Et tu vois la taille du nid qui est quand même assez impressionnante, on peut le voir déjà aux jumelles. Ouais. Ça pèse combien ça, un nid comme ça? Alors, il a été estimé que les plus gros pouvaient atteindre pas loin de 200 kg. Ils sont tout le temps en train de besogner, de ramener des branches. Ouais, donc c'est sûr que sur un pin mort, là, c'est compliqué. Surtout là où c'est posé, puisque le nid est tout le temps en hauteur. Les occupants de ce nid ont déjà migré vers le sud et ne reviendront qu'au printemps prochain. En Europe, l'espèce est aujourd'hui protégée. La mesure principale que nous on va prendre, c'est de mettre en place un périmètre autour du nid. Donc là, sur les nids de balbuzard, c'est un périmètre de 150 mètres. Et on ne va pas intervenir dans la zone périmétrée lorsque l'oiseau est en nidification. Donc ça, c'est une période qui court du 30 mars au 1er septembre. Celui qui connaît le mieux les balbuzards, c'est Sylvain Larzilière, le bagueur officiel de l'espèce. Alors là, c'est le mât de balbuzard pêcheur qui niche ici au Ravoir. Il est en train de manger un poisson qu'il a été pêché il y a quelques minutes. Le balbuzard pêcheur, quand il est en période de reproduction, pour nourrir ses poussins, il va ramener en moyenne 3 à 4 poissons par jour. Donc un matin, un midi, un le soir. Un peu comme nous, quoi. 20 couples de balbuzards pêcheurs viennent nicher sur le massif tous les étés. Le balbuzard pêcheur aime bien avoir une vue un petit peu à 360 degrés et aussi du calme. Et la forêt d'Orléans, elle est située pas très loin de la Loire. Il y a beaucoup d'étangs et dans la forêt d'Orléans et sur les extérieurs, ce qui fait un site vraiment exceptionnel pour la nidification du balbuzard pêcheur. Depuis 30 ans, les jeunes balbuzards sont équipés de bagues
qui permettent de les suivre dans leurs déplacements. Une opération spectaculaire et délicate. Pour baguer les oiseaux, ce qu'on fait, c'est qu'on emploie un grimpeur professionnel. Alors, les oiseaux sont descendus dans des sacs. Ensuite, on arrive sur le site de bagage. On a mis justement tous les ustensiles pour prendre les mesures biométriques, donc la taille des ailes, le poids, la taille du bec, qui vont nous permettre de sexer les oiseaux et aussi du coup de pouvoir les identifier. L'avenir du balbuzard est conditionné au respect que les hommes porteront à la forêt. Le respect de la forêt, Valérie, la guide sylvestre, en a fait son métier. Vous sentez que c'est très chaud à l'intérieur. La connexion aux arbres est un temps fort de son enseignement. Vous mettez vos mains comme ça et vous allez vous approcher de votre arbre en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Et là, vous sentez vraiment qu'il y a un picotement, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez vous sentir l'énergie de l'arbre. Ce que j'ai ressenti, que je n'ai pas l'habitude de ressentir quand je fais ce genre d'exercice, c'est pour la première fois, c'est une chaleur du côté droit sur la main droite. À l'approche du tronc, j'ai ressenti une chaleur sur la main. C'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, là, stupéfait. On coupe avec toute l'agitation du quotidien. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en connexion avec moi-même et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, le silence. Pensez à votre respiration. Est-ce que vous sentez... Valérie arpente depuis 5 ans la forêt et observe désormais sa souffrance avec inquiétude. Je sais que la forêt, d'ici 20 ans, n'aura plus cet aspect. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de métiers qui essayent de sauver la forêt, qui cherchent une alternative, mais je pense que ça fait partie d'un cycle, en fait. On ne connaîtra plus la forêt comme on la connaît maintenant. Oui, ça m'inquiète parce que je suis attachée à ces grands arbres et je sais qu'il faut que je me fasse une raison. À l'avenir, les arbres ils sont beaucoup plus petits et il y aura d'autres essences d'arbres. Mais vous savez, hein, la forêt, elle était là avant nous et elle nous survivra. Accompagner la forêt d'Orléans, en vivre et surtout la défendre. Son avenir dépend aussi de notre capacité à comprendre et à protéger le vivant qui nous entoure.